Bonjour les amis, il s'agit ici de l'extrait d'un entretien plus long tourné avec Juliette Faure, spécialiste des idéologies politiques russes et chercheuse en sciences politiques. C'est un entretien durant lequel on a décortiqué les idéologies qui influencent aujourd'hui les élites russes, leur rapport à la guerre, à l'impérialisme, à la technologie, notamment face au transhumanisme et au cosmisme. Entretien véritablement passionnant que je vous invite à aller visionner. Et évidemment, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un pouce bleu, mais également à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche. Cela nous soutient dans nos projets et nous permet d'aller toujours plus loin pour vous proposer du contenu. Allez, c'est parti pour cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modernisme conservateur? Ensuite, on abordera plus précisément la question du cosmisme. Et puis surtout, nous dire c'est quoi l'extrême droite en Russie par rapport à la conception française, puisque ce n'est pas exactement les mêmes références idéologiques qu'on peut l'imaginer. Bien sûr. Donc par rapport au modernisme réactionnaire ou au conservatisme modernisateur, qui sont deux oxymores que j'ai employés notamment pour qualifier justement la pensée assez éclectique de Prokhanov, en fait, il faut le replacer dans son contexte, donc les années 70 en Union soviétique, où il y avait deux grands débats un peu dans la société intellectuelle soviétique. Il y avait à la fois un débat sur le rapport entre la modernisation technologique et la préservation de l'environnement, le rapport donc nature-technologie, avec une inquiétude de la part des conservateurs les plus classiques, la prose de village, c'est-à-dire tout un courant conservateur qui, en fait, était nostalgique de la Russie paysanne, de la Russie impériale, et qui critiquait beaucoup la modernisation technologique de l'Union soviétique, en disant, bah voilà, on est en train de détruire notre pays, notre architecture, notre paysage, etc. Donc une vraie nostalgie, un passéisme de la part de ces conservateurs. Et d'autre part, des élites plus réformistes qui regardaient vers l'Occident en disant, en fait, vu notre arsenal technoscientifique, on s'achemine progressivement vers le même modèle de société que la société occidentale, puisque, selon cette règle que le progrès scientifique aboutirait in fine à la propagation de ces valeurs scientifiques de liberté d'expression, de recherche de vérité, de transparence, à l'application de ces valeurs-là dans la sphère politique et sociale, ce qui aboutirait donc in fine à plus de libéralisme sociopolitique. Donc vous avez d'un côté les conservateurs un peu réactionnaires, de l'autre les libéraux qui demandent plus de réformes, et cette troisième voie quelque part, ce modernisme conservateur qui dit en fait il faut la modernité technologique, mais par contre il faut éviter de converger avec l'Occident. Pour ça on va faire appel à nos valeurs traditionnelles, culturelles, profondément russes, que ce soit l'orthodoxie, que ce soit les valeurs traditionnelles issues de l'Empire tsariste. Et donc, on va combiner la modernité technologique, les valeurs traditionnelles et culturelles russes et religieuses, et en même temps une apologie du patriotisme soviétique de l'État fort. Donc, vous avez cette combinaison un peu de synthèse éclectique qui s'inscrit aussi dans une démarche de vouloir maintenir la spécificité de la voie soviétique de développement, la spécificité de la modernité soviétique pour éviter toute convergence avec l'Occident. Oui, très intéressant. Donc quelque part, on peut dire que c'est le tenant d'un courant conservateur qui n'a pas voulu se laisser dépasser par la modernité technologique. Voilà, et qui fait le lien entre science, religion, patriotisme d'État. Et donc, pour revenir aussi sur la seconde question sur l'extrême droite, en fait, effectivement, c'est très difficile voilà, juste de transférer les mêmes concepts de la sphère politique occidentale à la sphère politique russe. Mais généralement, on commence à parler d'extrême droite en Russie post-soviétique dans les années 90, où il y a tout un tas d'idéologies très, très radicales, que ce soit le monarchisme, le stalinisme, le nationalisme néo-nazi, le racisme que représente Alexandre Douguine, tout un tas d'idéologies extrêmement radicales qui souhaitent restaurer, in fine, l'État russe dans sa superpuissance, dans son caractère impérial, qui s'agrègent et qui se lient ensemble dans un esprit antilibéral et qui donnent justement cette espèce de synthèse qu'on va parfois appeler rouge-brun pour qualifier en fait une pensée très radicale d'extrême droite en critique complète de toutes les élites post-soviétiques rassemblées autour de Yeltsin et qui en fait, sous Vladimir Poutine, va aussi se maintenir complètement à la droite de Vladimir Poutine, même s'il est perçu lui-même déjà comme un conservateur côté occidental. Pour ces gens-là, Vladimir Poutine est encore un très grand modéré au début des années 2000 et puis même jusqu'à assez récemment, puisqu'il lui reproche d'une part d'embrasser une vision libérale, voire néolibérale de l'économie,
sachant que la Russie à l'époque, donc de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, cherche à adhérer par exemple à l'Organisation mondiale du commerce. Et aussi, on lui reproche à Vladimir Poutine, en tout cas c'est ces gens d'extrême droite, un eurocentrisme, une volonté de dialoguer, de coopérer avec l'Occident, là où cette extrême droite russe cherche au contraire à faire sécession, à faire sortir la Russie de l'ordre international et à se construire comme civilisation à part entière. Oui, on voit qu'il y a un projet qui est en opposition finalement à l'Occident, mais sur les bases, comme il l'appelle, traditionnelles de la civilisation russe. Mais alors, au-delà de ces conceptions idéologiques et philosophiques, l'extrême droite est, on va dire, en Occident plutôt marginalisée, en tout cas pas légitimée. Mais en Russie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'influence d'un penseur comme Prokhanov sur les élites russes? Concrètement, est-ce qu'il pèse, puisqu'il est quand même assez présent dans les médias? Et quels sont ses relais, notamment via le club qu'il a fondé, notamment avec Dugin, le fameux club Izborski, dont j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot. Oui. Alors, il faut quand même dire que cette extrême droite russe, elle est aussi extrêmement marginale dans les années 90. Elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain au cœur des projecteurs médiatiques. Elle traverse toute une période de traversée du désert. Et en fait, c'est par phase qu'elle commence en fait à infiltrer différents milieux. Les années 2000, le début des années 2000 est un tournant puisque Alexandre Prokhanov, dans les années 90, il est connu pour avoir créé un journal très emblématique qui s'appelle Zavtra, et qui réunit justement tous ces idéologues farfelus, radicaux, etc. Et qui veut dire quoi en français? Qui veut dire demain, Zavtra. Demain. Le premier journal qu'il avait fondé, c'était Dien, le jour, et donc qui s'est fait interdire par Yeltsin, le régime de Yeltsin, et il a refondé immédiatement un autre journal, Zavtra. Donc Zavtra, qui était assez poursuivi par les autorités post-soviétiques pour tout un tas de raisons, parce qu'ils avaient un discours extrêmement véhément, radical, c'est vraiment un brûlot qui s'érigeait complètement contre les élites post-soviétiques, qui disait que Yeltsin, qui titrait par exemple Yeltsin est le responsable du génocide du peuple russe. Vous voyez, enfin, ils n'hésitaient pas à être vraiment très radical. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en fait à la fin des années 90? Il y a plusieurs choses. Premièrement, la grande crise économique russe qui fait que l'anticapitalisme se propage, même aux élites intellectuelles auparavant libérales, plus un anti-américanisme très fort aussi, dû à la fois à l'expansion de l'OTAN à l'Europe de l'Est, mais aussi au bombardement par l'OTAN de la Serbie, sans mandat de l'ONU. Donc ce contexte de fin des années 90 fait qu'au début des années 2000, tout ce qu'a fait Zavtra pendant les années 90 en disant voilà, regardez l'élite corrompue que nous avons, le fait qu'il y aurait comme un complot entre Yeltsin et l'Occident pour ruiner la Russie, etc., en lien avec les oligarques, avec les magnats des médias, tous les problèmes de la politique post-soviétique des années 90, Zavtra a largement contribué à créer tous ces stéréotypes sur cette politique corrompue. Et donc au début des années 2000, ces idées se propagent, elles atteignent des nouvelles strates des élites intellectuelles et politiques. Et Prokhanov, pour avoir été aussi quelqu'un de très connu sous l'Union soviétique, bénéficie d'une espèce de nouvelle mode du soviétique, c'est-à-dire le soviétique devient kitsch, devient cool. C'est un produit culturel un peu désuet, mais qui revient un peu à la mode. Et par exemple, Prokhanov publie un livre à l'époque qui remporte un prix littéraire très connu. Et donc là, tout d'un coup, toutes les élites littéraires se mettent à parler de Prokhanov. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il n'est pas légitime? Et surtout, une jeune génération s'intéresse à Prokhanov en disant mais attendez, Prokhanov en fait c'est une espèce de dinosaure cool parce qu'il esthétise un peu tout un tas d'idées radicales, mais il le fait à la manière d'une sorte de poète, de prophète, un peu décalé. Et par exemple, il y a des articles de Rolling Stone, de Playboy qui commencent à s'intéresser à Prokhanov. Il devient donc un objet un peu plus cool dans la culture des jeunes intellectuels. Tout ça pour dire qu'en gros, il évolue avec son temps. Il n'hésite pas à jouer aussi avec les codes, avec un style très postmoderne, très ironique, qui plaît aussi aux jeunes. Et pour l'anecdote, par exemple, quand j'étais à Moscou, je cherchais le dernier roman de Prokhanov dans une grande librairie de Moscou. Et la libraire m'avait regardée effarée en me disant « Mais attendez, le dernier roman de Prokhanov, ça fait longtemps qu'il est épuisé ». Pour dire qu'il y a vraiment un effet de mode aussi autour de cette figure, qui n'est pas forcément prise au sérieux par tout le monde, mais qui fait l'objet d'une certaine affection. À la différence, par exemple, de Dugin, qui reste très intellectuel et pas forcément accessible au grand public.
Et donc voilà, par vague médiatique et de popularisation, il acquiert plus de légitimité, plus de reconnaissance. Et puis son discours surtout va servir de plus en plus au régime politique qui va l'utiliser dans sa volonté de se définir plus en contradiction avec le libéralisme occidental, en contradiction avec l'économie capitaliste également. Et donc, il lui offre de plus en plus l'accès aux médias de masse, notamment à tous les talk shows où Prokhanov va devenir très populaire. Et on arrive à 2012, un contexte politique très particulier, marqué par des protestations de masse dans la rue pour dénoncer la corruption du régime, pour dénoncer la corruption des élections. Et là, Prokhanov, lui, organise des contre-manifestations pour dire, nous, on est, avec tous ses compères de Zaftra, nous, on est pour ceux qui ne souhaitent pas de réforme, qui souhaitent au contraire un régime encore plus fort, encore plus autoritaire. Et à la suite de la reprise du pouvoir par Vladimir Poutine en 2012, il va créer ce fameux club d'Izborsk. Donc Izborsk, c'est une ville à la frontière avec l'Estonie, qui est une forteresse médiévale, donc qui incarne pour Prokhanov une sorte de Russie forteresse, sanctuarisée contre l'Occident. Et il rassemble tous ses compagnons d'aventure depuis la fin des années de l'Union soviétique, intellectuels, journalistes, économistes, politiques, anciens membres des forces de sécurité, qui vont se réunir au sein du club d'Izborsk avec un certain soutien du gouvernement de l'époque pour créer donc une contre-réaction idéologique et un programme de reconstruction de la Russie comme cinquième empire. Ah oui, tout un programme, n'est-ce Voilà. pas? Donc c'est une figure qui est particulièrement, importante, hein, ce Prokhanov, je prononce mal. Hem Et donc quelqu'un qui a vraiment une influence. Et aujourd'hui, est-ce que parmi les élites, politiques, qu'on connaît, en Russie, est-ce que certains, s'affichent ou affirment leur proximité, je dirais de manière claire, et transparente avec, cet idéologue et la mouvance, je dirais, qu'il représente? Puisque, comme vous l'avez rappelé, pour lui, Vladimir Poutine a longtemps été perçu comme un modéré, quelque part. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors ça, c'est toute la grande question hein, pour ceux qui font de la recherche en sociologie politique, pour comprendre l'influence des idées et des idéologues concrètement sur l'appareil du pouvoir et sur les dirigeants. C'est quelque chose qui n'est pas visible de manière si évidente. Hein. C'est pas, par exemple, il n'y a pas Vladimir Poutine qui a dit j'adhère aux idées de Prokhanov. Mais par contre, en traquant un petit peu les relations justement entre ce club d'Izborsk et les élites politiques, les élites administratives, ou même certaines rencontres qui ont eu lieu entre Alexandre Prokhanov et Vladimir Poutine, par exemple à l'occasion d'un sommet de questions-réponses entre Vladimir Poutine et des journalistes où Prokhanov était présent, Vladimir Poutine a pu exprimer de l'intérêt pour les idées de Prokhanov en disant, par exemple, à plusieurs reprises qu'il reconnaît les valeurs de Prokhanov, qu'il considère que le travail de Prokhanov est admirable. Vous voyez, des choses comme ça, où par exemple, lors de son anniversaire pour ses 80 ans, Prokhanov avait reçu des félicitations personnelles de la part de membres haut placés, dont Vladimir Poutine, Loukachenko, le président de la Biélorussie. Vous voyez, donc il est quand même, il reçoit des signes honorifiques de la reconnaissance de ses idées par les élites politiques. Et par ailleurs, le club d'Izborsk en tant que club lui-même bénéficie aussi d'un soutien de la part de l'administration présidentielle, un soutien qui a quand même vacillé hein, et qui est aussi toujours en fonction du contexte et de l'intérêt stratégique de ce club pour le pouvoir. C'est quand même une relation qui reste assez pragmatique. Et donc un soutien qui se manifeste soit par des financements attribués par l'administration présidentielle au club d'Izborsk, soit par exemple par des rencontres, un soutien dit symbolique avec la présence d'élites politiques au sein des réunions du club d'Izborsk. Mmh. Donc, pour résumer, peut-on dire finalement qu'Alexandre Prokhanov est représentant d'une branche, faucon, comme on peut le dire pour certains aux États-Unis, des élites russes, quoi? Absolument, surtout depuis le début de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Qu'est-ce qu'on entend surtout par le terme faucon? Ça veut dire vraiment les idéologues de la guerre, les idéologues de la machine guerrière qu'il faut entretenir, qu'il faut même toujours étendre et augmenter. Et Alexandre Prokhanov est vraiment typiquement voilà, l'idéologue en chef de la guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident plus largement, qui incite
toujours, hein, il y a toujours quand même un décalage entre le gouvernement et ces idéologues-là, un décalage où apparaît le caractère extrémiste et radical de ces idéologues, puisqu'ils demandent toujours plus. D'accord. Et donc, ils ne se satisfont pas non plus de la situation actuelle. Ils vont quand même critiquer, expliquer comment est-ce que, par exemple, un grand leader comme Staline aurait vraiment résolu la question de manière plus rapide ou plus radicale. Il y a quand même toujours une incitation à plus radical, plus fort, plus intense Mm. de la part de ces idéologues. Non, c'est vrai que le traitement par Staline de l'Ukraine était assez radical, Mm. n'est-ce pas?